Dans l'actualité de ce mardi, hausse du prix de l'électricité, le directeur général de la Sénélec assure le service après-vente. L'augmentation du prix s'explique par un manque à gagner de plus de 12 milliards. Selon lui, ces 3 dernières années, l'État a supporté plus de 300 milliards afin d'éviter une augmentation des tarifs pour le consommateur. Plus de détails dans cette édition. Franck Timis n'a commis aucun acte répréhensible selon ses représentants devant le doyen des juges ce matin. L'homme d'affaires était le dernier sur la liste des personnes entendues dans l'affaire Petrotim. Quelle sera la suite de la procédure? On vous explique tout dans un instant. Affaire des enfants talibés entravés, le maître coranique, le métallier et les parents seront devant la barre demain en audience des flagrants délits du tribunal de grande instance de Louga. Pour éradiquer l'errance et la maltraitance des enfants, l'État avait mis en place le projet d'appui à la modernisation des daras, présenté comme le modèle le plus abouti. Le PAMOD est toujours en gestation. Pourquoi le programme tarde à se matérialiser? Nous vous en dirons plus dans ce journal. Le directeur général de la Sénélec a expliqué et défendu la hausse du prix de l'électricité. Face à la presse, Pape Demba Bitèye explique que sur les 12 191 milliards de manque à gagner, les consommateurs devront payer 6% seulement. Ces ménages à faible revenu qui représentent 50%, 611 000 ménages seront concernés par cette mesure. Les factures établies avec la nouvelle facturation seront à payer en revanche en janvier et février prochain. Voyons tout cela avec Ibou Diouf et Diafaraba. Cette sortie de la Sénélec et peut-être d'autres dans les prochains jours pour convaincre les consommateurs sur l'application d'une nouvelle grille tarifaire. Des factures salées en perspective, une situation qui nécessite une communication. Nous avons communiqué lorsque la décision de la commission de régulation est tombée. Cette situation n'est pas inédite ni nouvelle. Nous avons connu dans le passé un contexte mondial qui avait exigé une révision pareille du prix de l'électricité. Donc rien de nouveau, cette précision me semble importante. La santé financière de la Sénélec aurait-elle reçu un sacré coup en l'espace d'une année? Pour rappel, le 12 janvier 2019 à Paris, l'ancien directeur Mahmoud Makhtar Cissé, lors d'une conférence de presse, annonçait avoir réalisé un bénéfice de 30 milliards de francs CFA. Dès octobre 2019, on parle d'un manque à gagner estimé à 12 milliards de francs CFA. Et ces 6% constituent aujourd'hui une contribution de 2 milliards de la clientèle sur les 12 milliards attendus. Et l'État va encore verser à Sénélec les 10 milliards de reliquats. Une hausse qui fait l'objet d'un débat et de qu'on parle même d'un malaise. Malaise au sein de la population, qu'est-ce qu'il faut faire pour les rassurer? C'est simplement leur dire que 911 000 clients aujourd'hui ne seront pas impactés par cette hausse de tarifs. Nous avons prévu de rencontrer les associations de consommateurs. Mais je voudrais rappeler juste que dans le processus de réajustement tarifaire, il n'est pas indiqué qu'à l'intérieur du processus ou bien en milieu de processus, qu'on ait une concertation avec les associations. Pour rappel, la Sénélec doit réaliser son programme d'investissement estimé à 1 493 milliards de francs CFA. Et bon, malgré ces explications, eh bien, la hausse est abusive selon le président de SOS Consommateurs. Maître Massornakan demande d'ailleurs à l'État du Sénégal d'auditer la Sénélec. Il fait appel aussi à la mobilisation des partis politiques, notamment l'opposition, la société civile, pour dire non à l'augmentation du prix de l'électricité. Non seulement c'est une très mauvaise nouvelle, mais ça a été fait dans la précipitation et ça prouve que ça a été prémédité. Parce que la Sénélec a écrit à la commission de régulation le 19 novembre et le même jour, la commission a rendu une décision de 5 pages pour approuver les tarifs qui avaient été fixés par le ministre. Donc ce gouffre à milliards, il paraît que même il y a des ministres ou des personnalités qui profitent
de l'argent de la Sénélec, on leur achète des 4x4, ils prennent de l'argent, et il y a eu un moment où les experts financiers avaient refusé de certifier les états financiers de la Sénélec parce qu'il y avait n'importe quoi là-dedans. Donc il est temps que ça s'arrête. Il y a trop d'augmentation sur le dos des consommateurs, alors que le pouvoir d'achat même des travailleurs n'augmente jamais. 10% c'est trop. 10% c'est trop. Et les gens le verront sur leurs factures. Et donc toutes ces augmentations-là, c'est sur le dos des consommateurs et ce n'est pas acceptable. Ça, nous avons constaté que les partis politiques, principalement les partis d'opposition, ne se préoccupent que de fichiers électoraux et d'élections. Ils doivent se préoccuper du vécu quotidien des populations. La hausse n'est pas également au goût de Aly Ngouille. Selon la plateforme, cette augmentation résulte d'une mauvaise gestion de la part de l'État du Sénégal. Par ailleurs, Aly Ngouille va reprendre ses activités après un changement de l'équipe de coordination. Une marche n'est pas à exclure dans les prochains jours. Reportage Aïssatou Gueiba et Gervais Yao. Un duo à la tête de la coordination de la plateforme Aly Ngouille. Guy Marius Sagna et Ndeye Fatou Diop prennent la relève dans la coordination pour une transparence dans la gestion des ressources naturelles du Sénégal. Un nouveau départ qui nécessite d'autres stratégies. Dynamiser un peu le groupe, mobiliser encore les Sénégalais autour des questions concernant la gestion des ressources naturelles de ce pays. Aussi, penser un peu à élargir nos actions sur des questions qui touchent directement la vie des Sénégalais. Et pour nous, ces questions sont liées à la mauvaise gestion des ressources naturelles de ce pays. Parmi les sujets d'actualité qui intéressent ces leaders, la hausse du prix de l'électricité qui sera effective le 1er décembre 2019. Sur ce, la plateforme invite les Sénégalais à dire non à cette inflation. Le plus immédiat, c'est la lutte contre le refus de l'augmentation. Nous appelons les Sénégalais à refuser cette hausse du coût de l'électricité qui va avoir des conséquences maintenant sur tout. Quand on augmente l'électricité, les denrées alimentaires vont augmenter parce que vous savez que l'électricité est une matière. Quant à l'audition de Franck Timis dans l'affaire Petrotim, ces défenseurs des ressources naturelles lancent un appel aux doyens des juges pour que ce dossier soit traité de façon impartiale. Attendons que le juge fasse le travail de façon équitable et juste. C'est l'occasion pour la justice sénégalaise, même si c'est le frère direct du président de la République qui est impliqué, je pense que l'opportunité doit être saisie par la justice pour clarifier cette affaire. 6 mois durant lesquels les 2 nouveaux coordinateurs se chargeront de porter sur leurs épaules les revendications de la plateforme Aly Ngouille. Un changement qui va peut-être renforcer l'influence de ces acteurs dans cette lutte pour les intérêts du Sénégal. Merci Aïssatou. Après la famille omarienne, une délégation de la SDE a rendu visite au khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou, pour parler de la situation de l'entreprise. Une manière de sensibiliser sur leur préavis de grève qui prend fin ce 30 novembre. Iliman Diouf est le coordonnateur du cadre des syndicats de la SDE. Il annonce qu'une grève n'est pas à exclure si l'État ne réagit pas. Nous sommes venus dans le cadre des visites que nous avons décidé de faire dans le cadre de la sensibilisation des autorités coutumières et religieuses de notre pays. Nous sommes dans le cadre d'un préavis de grève qui normalement doit se terminer le 30 novembre. Et si jusqu'à présent nous n'avons pas eu l'écoute qu'il faut du côté des autorités du gouvernement, nous serons obligés d'aller en grève. Et si on va en grève, toute la responsabilité de ce qui arrivera dans le secteur, nous pensons que c'est le gouvernement qui ne veut pas vraiment discuter des préoccupations des travailleurs des SDE dans le cadre de ce processus. Ce que nous demandons, c'est une implication des syndicats dans le processus de passation de services. Vous savez, nous avons négocié pour la conservation des acquis, nous avons négocié pour une participation des travailleurs dans le capital, nous avons négocié pour une représentation des travailleurs dans le conseil d'administration. Et ce qui bloque, c'est l'implication dans le processus de passation. Ce qui bloque, c'est l'acceptation des 15% que nous demandons et que l'État nous propose en lieu de place 6%. Et c'est ça les points de discorde sur lesquels nous aimerions bien sensibiliser la population, sensibiliser les autorités. Et nous sommes venus aujourd'hui rencontrer le khalife général des Mourides.
Audition dans l'affaire Petrotim, le représentant de la société Timis Corporation entendu ce matin par le doyen des juges. Pour David Leki, la société de Franck Timis n'a commis aucun acte répréhensible. Plusieurs personnalités, vous le savez, sont déjà passées dans le bureau du doyen des juges, dont le frère du président Macky Sall, Aliou Sall, cité également dans ce dossier par la BBC, des auditions ouvertes depuis le 4 novembre. Voyons tout cela avec Aminata Mbarisso et Tierno Laurent Mendy. David Leki, son nom. Il est venu représenter la société Timis Corporation devant le doyen du juge. Timis Corporation, un géant pétrolier cité dans un supposé scandale de corruption au Sénégal par la BBC. Timis Corporation tenant à souligner à nouveau que Timis Corporation n'a commis aucun acte répréhensible en ce qui concerne l'objet de la présente enquête. David Leki, à la place de Franck Timis, personne morale de la société Timis Corporation, Maître Elas Diouf apporte des explications sur la non-présence de Franck Timis devant le doyen des juges. Une société, ce n'est pas seulement le PDG. Youssou Ndour est le PDG du groupe Futurs Médias. S'il y a des problèmes au niveau du groupe Futurs Médias, en général, c'est Birane Ndour qui doit représenter le groupe Futurs Médias même. Pourquoi vouloir coûte que coûte faire venir Youssou Ndour? Quand même. Soyez plus intelligents que ça. Depuis la diffusion du reportage de la BBC sur l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal, impliquant des proches du pouvoir, une procédure judiciaire est ouverte sur demande de la société civile et de l'opposition. Cette audition du représentant de Timis Corporation au Sénégal met fin au chapitre des convocations devant le doyen des juges, des auditions entamées depuis le 4 novembre. Et restons, Aminata, dans le chapitre judiciaire pour évoquer l'affaire des enfants entravés dans un dara. 6 personnes dont le maître coranique seront jugées demain à Louga. Une affaire qui suscite des interrogations sur la concrétisation du PAMOD, le projet d'appui à la modernisation des daras, un programme initié pourtant par l'État du Sénégal, financé par la BID à hauteur de 80% et 20% par le Sénégal. Mais seulement voilà, plus de nouvelles depuis la pose, la première pierre du dara de Taïba Niassène, souvenez-vous, en avril 2017. Qu'est-ce qui bloque? Où se situe le problème? Maguette Soare Diallo et Mohamed Dieng. Combien d'écoles coraniques non légales peut-on décompter au Sénégal? Une question difficile à répondre de l'avis du coordonnateur du projet d'appui à la modernisation des daras. Dire qu'il y a trop de daras et qu'il faudrait peut-être censurer l'ouverture de ces daras. Il faudrait aussi retenir le fait que ces daras ont toujours évolué dans le secteur informel. Pour Mamadou Diouf Mbodj, la modernisation des écoles coraniques au Sénégal reste la meilleure solution pour lutter contre les mauvaises conditions de vie des enfants dans les daras. Moderniser les daras ne consiste pas donc à réinventer forcément les daras. C'est juste un processus évolutif par rapport à une situation, disons, initiale que nous connaissons, vers une situation d'amélioration des conditions d'apprentissage, des conditions d'existence dans ces daras-là. On est dans ce processus-là. Une fois que la formalisation-là, disons, est généralisée, ce qui est sûr et certain, il ne sera plus permis qu'un dara puisse être ouvert donc ex nihilo, sans pour autant qu'il y ait une autorisation, sans pour autant qu'il y ait une reconnaissance. Après la phase initiale du projet d'appui à la modernisation des daras, l'État du Sénégal prendra des mesures pour plus de protection des enfants talibés. Par rapport à la psychologie de l'enfant, donc c'est ce à quoi nous nous attelons. À côté de cela aussi, je pense que le cadre général du dara devra être assaini. On ne peut plus accepter qu'un dara puisse être construit avec des paillotes qui peuvent brûler donc à la première occasion, qu'il y ait, disons, ce manque d'hygiène dans ces daras, qu'il y ait même cette précarité. Les conditions de vie des enfants talibés dans les écoles coraniques traditionnelles sont sévèrement décriées. Le débat sur les conditions d'apprentissage occupe l'actualité en attendant la vraie solution. Et rappelons, Maguette, que 64 daras devraient sortir de terre normalement avec le PAMOD, 32 publics et 32 privés. Et tout cela est prévu dans le cadre du paquet, le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence du secteur de l'éducation et de la formation.
Parlons de toute autre chose. À présent, des jeunes du département de Foundiougne s'indignent du non-démarrage des activités du port. L'infrastructure réalisée à coût de milliards et réceptionnée depuis 4 ans n'est toujours pas fonctionnelle. Ces jeunes cadres, étudiants et responsables se sont regroupés autour d'une plateforme départementale pour, selon eux, défendre les intérêts de Foundiougne. Reportage Aminata Goudiaby et Khali Diamé. Le port de Foundiougne a été inauguré précisément en 2015 par le chef de l'État Macky Sall. 4 ans après, l'infrastructure n'est toujours pas ouverte. Les centaines de jeunes du département de Foundiougne qui espéraient y avoir du travail sont aujourd'hui à bout de patience. Vous savez, c'est regrettable ce qui se passe au niveau du port de Foundiougne. Et vous avez tous constaté des camarades parmi nous qui sont partis à Dakar. Dans les médias pour dire en réalité leur attente par rapport à ce port. Mais malheureusement, le port n'a pas été encore ouvert. Et il y a eu des jeunes qui ont été formés dans les métiers du port et qui sont toujours aujourd'hui à l'attente. C'est vrai que c'est réalisé, c'est un bijou, mais en réalité, c'est devenu une coquille vide. Et nous demandons au président de la République, dans les meilleurs délais et dans la mesure du possible, de l'ouvrir. Autre urgence à régler, le problème d'approvisionnement en eau potable qui secoue beaucoup de communes du département de Foundiougne. Ces jeunes exige une solution rapide. Que les maîtres mots du département de Foundiougne, c'est d'abord l'eau, l'eau encore et l'eau encore. Il suffisait juste d'avoir de la visibilité et de la réelle volonté politique pour régler ces questions-là. Mais malheureusement, ça traîne jusqu'à présent. Et nous pensons que le président de la République n'est pas informé. Ce que je n'ai jamais compris, très sincèrement, une grande capitale départementale comme Foundiougne, à l'heure où je vous parle, que le président ne puisse pas avoir une solution structurée. Il faut le régler et d'une manière... Donc ce n'est pas une question de demain ou d'après-demain. Il faut le régler, mais vous dire que la question de l'eau reste une grande priorité dans le département de Foundiougne. Et c'est autour d'une plateforme mise sur pied il y a quelque temps pour la défense des intérêts de Foundiougne que ces jeunes ont crié leur désarroi. Ils veulent être reçus par le chef de l'État Macky Sall pour lui étaler tous les maux qui gangrènent le département de Foundiougne. Et restons à Foundiougne Aminata avec le secteur du tourisme qui est au point mort et la situation a empiré ces dernières années. Beaucoup de réceptifs hôteliers de la zone sont aujourd'hui fermés, mettant au chômage de nombreux chefs de famille. C'est le cri du cœur du président du syndicat d'initiative de promotion touristique de Foundiougne, Famara Diamé, avec notre équipe. On peut dire que ça a carrément régressé. En comptant le nombre de réceptifs qui accueillent du monde, on s'est rendu compte que beaucoup de réceptifs sont fermés ou ils fonctionnent au ralenti. Ce qui fait qu'il y a moins de clientèle, moins d'hôtels qui fonctionnent, moins de clientèle évidemment. Ça fait moins de promotion. Cela impacte. Là où par exemple tu as 15 réceptifs hôteliers qui fonctionnent, chaque réceptif faisant sa promotion, sa pub, vendant la destination. Si on se retrouve par exemple avec moins de 10 hôtels ou moins de 10 campements qui fonctionnent, cela va de soi que, si tu veux, la promotion et la publicité deviennent moindres. Il y en a qui sont fermés maintenant depuis plus de 10 ans. C'est le cas par exemple du grand hôtel, l'hôtel Foundiougne. Et c'est déplorable. En tout cas, l'hôtel Foundiougne, qui est seul, unique à Foundiougne, peut être considéré comme la locomotive du tourisme à Foundiougne. Tout simplement parce que c'est un hôtel, par exemple, qui peut intéresser les agences de voyage et les tour opérateurs, qui vendent évidemment plus facilement une zone et qui emploient beaucoup de jeunes. Ça, c'est un fait. Il y en a d'autres campements touristiques qui avaient une clientèle d'habitués. Nous parlons maintenant de la campagne de commercialisation de l'arachide, campagne controversée dans le Ndoukoumane. Le prix du kilogramme d'arachide fixé à 210 francs par le Senya n'agrée pas tous les paysans. D'ailleurs, le secrétaire général des agriculteurs du bassin arachidier leur demande de garder leur récolte parce que le prix du kilogramme de l'arachide peut aller au-delà de 250 francs. Par ailleurs, il appelle les autorités à mener une réflexion dans ce sens afin d'aider les agriculteurs parce que beaucoup commencent à vendre leurs réserves de semences dans les marchés Louma à cause d'un faible rendement des récoltes. Suivons Chertidiane Sissé, interrogé par notre équipe là-bas à Kaolack. Comme vous le savez, on a une campagne à plusieurs variations dans la mesure où on a les huiliers qui sont pratiquement out de la campagne. Parce que jusqu'à maintenant où nous parlons, les agrémenteurs à venir, ceci a posé d'énormes difficultés aux huiliers. Mais néanmoins aussi, on a aussi un autre problème qui se pose aussi. Parce qu'au niveau des exportateurs, il y a aussi les Chinois qui les talonnent avec des prix qui vont au-delà du prix des exportateurs. Et eux aussi, ils sont en train d'avoir des difficultés. Donc, ces Chinois-là, ils traitent avec les paysans directement.
et en contrepartie, ils font le même travail que ces exportateurs. Donc c'est un problème à multiples variances qui pose énormément de difficultés. Et ce que nous disons aux paysans, c'est d'être trop attentifs et de savoir que le prix de l'arachide au limo de Diamangadio de samedi passé, c'était à 250. Mais nous, en tant que des gens avertis à la chose, nous savons que l'arachide peut même aller au-delà de 250. Donc ce que nous demandons aux paysans, c'est de faire un tout petit peu d'attente et pour qu'ils sachent que l'arachide ne va même pas arrêter à 250. Parce que l'arachide, la quantité n'est pas assez. On a constaté que l'arachide au niveau du Sénégal, le Sénégal a le plus bas prix de l'arachide dans le monde entier. C'est pour cela que les Chinois viennent. Voilà, cher Tidiane Cissé, secrétaire général des agriculteurs du bassin arachidier, interrogé par Omar Ndiaye à Kaffrine. Pour leur inscription au fichier de l'état civil, des enfants vivant à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau ont battu le pavé. Ils veulent plus de respect quant à leurs droits. Ces enfants réclament des actes concrets face à l'application de leurs droits. Abdoulaye Diallo. Situé à quelques encablures de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, des enfants de la commune de Dioulacolon ont battu le pavé pour amener les communautés à mieux respecter leurs droits. Nombreux parmi les enfants présents à cette marche ne sont pas inscrits dans le fichier de l'état civil. Nous voyons ici, il y a des enfants qui naissent, qui ne sont pas déclarés. 2 années, 3 années, jusqu'à arriver en classe de CM2, on vous demande d'amener votre extrait de naissance, l'enfant n'en a pas d'extrait de naissance, il faut passer par un jugement. Et les jugements là, ça recale les enfants. Quand vous allez en compétition, il y a eu de ces concours que vous faites, l'enfant est recalé, parce qu'on dira que l'enfant là, il y a un jugement, il est plus âgé que celui qui a une déclaration normale. Donc ça aussi, c'est pénaliser les enfants. Donc c'est dans ce sillage quand même que nous sommes vus pour voir comment pallier à ce problème au niveau de Dioulacolon, dans l'arrondissement de Dioulacolon, comment par rapport aux autorités administratives, comment ils vont porter ce plaidoyer par rapport aux populations, les autorités locales qui se trouvent être les maires, donc les gardiens de l'état civil, comment ils pourront aider ces enfants-là qui sont innocents, comment ils pourront vraiment aider ces enfants-là pour qu'ils puissent entrer dans leur droit le plus absolu, c'est-à-dire avoir un extrait de... Cette activité entre dans le cadre de leur célébration du 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Nous savons que nous sommes à la 30e année de l'anniversaire de la Convention des droits de l'enfant qui a été ratifiée depuis le 20 novembre 1989. Mais au Sénégal, c'est à partir de 90 que nous avons signé et ratifié. Et malgré tout ça, on a remarqué que les droits de l'enfant ne sont pas respectés, surtout au Sénégal. Les 10 droits de l'enfant, il y a certains parmi ces droits-là ne sont pas respectés. Mais nous, ici, au niveau de Dioulacolon, nous avons dit que par rapport à cette convention, nous allons voir comment on va porter un slogan, comment on va porter un plaidoyer par rapport à un droit qui est bafoué, c'est-à-dire un droit fondamental qui se trouve être l'état civil. Ces enfants disent halte aux discours et aux conventions. Ils réclament des actes concrets face à l'application de leurs droits. Merci Abdoulaye. En Guinée-Bissau, le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO rassure la communauté internationale sur le déroulement de l'élection présidentielle. Le général Francis Béazin affirme qu'il n'est plus possible de faire un coup d'État en Guinée-Bissau, que les chefs militaires lui en ont donné l'assurance. Ces propos ont été recueillis à Bissau par nos envoyés spéciaux Barkaba et Khalil Ndiaye. Je puis vous dire que la posture républicaine des forces de défense et de sécurité de ce pays est confirmée. Ils nous ont rassuré que plus jamais la Guinée-Bissau n'ira au coup d'État. C'est connu dans la sous-région, les officiers généraux qui sont dans la salle, les officiers supérieurs, que dans un pays de notre sous-région, un coup d'État ne peut plus prospérer. Ou même s'il prospère, sa durée de vie est limitée à 30 jours, voire 60 au plus. Il peut y avoir des éléments incontrôlés. Mais ces éléments incontrôlés, comme la junte militaire qui aura pris le pouvoir, sait qu'elle ne restera pas au pouvoir au-delà de 60 jours. Nous avons une force en attente de la CEDEAO, dont le chef d'état-major est ici à Bissau avec moi.
avec des effectifs et des équipements qui sont fournis au prorata des potentialités de chacun de nos 15 États. Nous interviendrons comme nous sommes intervenus par ailleurs pour rétablir la démocratie. L'actualité internationale fortement dominée par la mort au Mali de 13 soldats français de la force Barkhane tués dans un crash d'hélicoptère. L'on note aussi une colère contre la MINUSCO en RDC où l'attention s'est déplacée à Butembo. C'est un récit d'Habib Faye. Au Mali, la collision de 2 hélicoptères engagés dans une mission de combat contre des djihadistes a coûté la vie à 13 militaires français de l'opération Barkhane. Il s'agit du plus lourd bilan humain essuyé par les militaires français depuis le début de leur déploiement au Sahel en 2013 et l'une des plus grandes pertes de l'armée française depuis l'attentat du Drakkar au Liban en 1983 qui avait fait 58 morts. Les 13 militaires qui ont perdu la vie lors de cette opération faisaient partie du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau, du 4e régiment de chasseurs de Gap, du 93e régiment d'artillerie de montagne de Vars et du 2e régiment étranger de génie de Saint-Christol. La RFI précise que la situation est toujours tendue dans la province du Nord Kivu, à l'est de la RDC, où la population exprime depuis plusieurs jours sa défiance vis-à-vis de la MINUSCO, la mission des Nations Unies dans le pays. Ce matin, la tension s'est déplacée dans la ville de Butembo, à 54 km de Beni. La même source précise qu'au Burkina Faso, on en sait un peu plus sur la libération des 4 travailleurs de Huawei le week-end dernier. Suite à la pression des forces de défense et de sécurité, les ravisseurs ont été obligés de relâcher les otages et de prendre la fuite. Quelques mois avant cet enlèvement, des mouvements suspects avaient conduit les forces de sécurité à mener des opérations dans la région. Merci Habib, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Commissaire Habib Diallo dans la dernière partie de Soir d'Info avec vous. Aram Touré, c'est à vous. Merci bien, chef.